Ravie de vous recevoir ici pour cette première interview de l'école des puissantes. Je vais faire cette première avec une femme que j'aime beaucoup, qui est Camille Griselin, créatrice de l'hypnose sagesse et autrice. Je vais vous en parler très vite. Mais je voulais d'abord vous dire que ces interviews, ça va être toute une série que je vais mener. On va aller interviewer des hommes et des femmes inspirants qui incarnent leur puissance avec authenticité et qui viendront la partager. Dans ces formats, on va être sur une demi-heure à peu près d'interviews ensemble. Ces personnes vont venir nous raconter leurs histoires, nous partager leurs outils, leur prise de conscience, leurs états et par l'effet miroir. Vous savez que l'effet miroir peut être très créateur. Et assez bluffant même. Et aussi par le pouvoir des mots, elles vont venir créer chez nous des réactions. Les mots peuvent parfois porter, nourrir, faire écho, résonner, parfois même déclencher, déconstruire. Moi j'adore les mots, je suis journaliste de formation, je suis auteur aussi. Et je sais le pouvoir des mots. Donc c'est ce qu'on vient vous offrir ici avec Camille et puis toutes les autres personnes très inspirantes qui vont venir dans l'école des puissantes pour nous éclairer. Alors, je vais... Hop. Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que vous voyez Camille ? Parce que moi... Ah oui. Hello. Camille, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie que tu sois ici avec nous. Je te présente de moi, puis je vais te laisser te présenter aussi. Donc, tu es créatrice de l'hypnose sagesse, autrice, formatrice et puis hypnothérapeute. Moi, tu m'as formée à l'hypnose sagesse. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire cette formation et ajouter cette technique à ma boîte à outils. Et je disais que ce sont des gens inspirants que j'ai invités à venir. Je trouve que c'est important d'aller chercher, tu sais, on a les gens autour de nous, et puis on a aussi nos proches, et puis on a ce qu'on choisit qui nous entoure, avec les comptes auxquels on s'abonne, avec les podcasts qu'on écoute, etc. Et c'est important, je trouve, d'aller chercher des personnes qui nous nourrissent et qui nous éclairent. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu as un point de vue très différent sur la plupart des choses et que tu invites tout le temps à justement changer de point de vue, à voir les choses différemment, à amener de la nuance. Et c'est super. Voilà, ton contenu, il fait réfléchir et avancer. Donc merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ? Oui, alors tu as déjà présenté mon métier, mais je ne suis pas que un métier, donc je suis avant tout une femme qui aime la vie. Et je pense que aimer la vie, ça va parler de puissance aujourd'hui, mais je pense que l'amour de la vie, c'est une de nos plus grandes puissances. Donc j'aime la vie, j'aime les rencontres, j'aime les nouvelles choses que je vais voir dans ma vie, que je vais essayer, les voyages, etc. Et je pense que voilà, mon secret, c'est d'aimer très fort tout ce que je fais. Et tu as toujours été aussi ouverte à ça ? Tu as toujours autant aimé la vie, ou il y a des choses qui se sont passées et qui t'ont fait shifter ? Alors, j'ai eu des coups difficiles dans ma vie, mais même quand j'ai vécu des choses dures, j'ai quand même aimé la vie. Et j'ai eu des enfants aussi qui m'ont fait aimer la vie et qui m'ont fait faire tout ce que je pouvais pour leur offrir le meilleur. Donc ça m'a toujours tiré vers le haut. Ouais, donc, est-ce que tu crois que c'est une façon d'être, c'est un choix? Est-ce que c'est inné? Bien sûr, tu vois, on peut faire des séances d'hypnose, on peut faire plein de choses pour quand on n'aime pas la vie de base ou pas vraiment s'ouvrir à ça. Est-ce que chez toi c'était inné, tu dirais? Je sais pas si c'était inné, mais c'est quelque chose qui, même petite, j'étais comme ça. Et je me provoquais beaucoup de chance et je saisissais beaucoup d'opportunités. Tu vois, toute petite, j'ai été repérée pour faire un disque. Bon, ça a pas percé, mais c'est pas grave. Mais j'ai osé dire oui. Et j'ai vécu plein d'expériences comme ça, où j'ai essayé. J'avais pas peur d'essayer, de faire plein de choses différentes. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que même quand quand tu as été en échec, par exemple, je crois que tu as eu plusieurs entreprises avant que celle-ci fonctionne très bien, tu n'as plus été avec le père de tes enfants, enfin, tu as gardé cet état d'esprit, qu'est-ce qui t'a permis de le garder?
bah, j'ai la conviction, alors je sais pas si c'est mon moi du futur qui me souffle des trucs, mais que ça peut pas s'arrêter comme ça. Ça peut pas terminer sur un échec. Il y a forcément quelque chose de positif derrière. On le voit pas sur le moment, mais tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours compris, ah oui, ça c'était douloureux, mais qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça a développé comme qualité chez moi? Et donc j'ai toujours cet espoir-là, que même si sur le moment c'est pas hyper agréable à vivre, il y a du bon derrière. Et c'est un truc, j'imagine, que tu as transmis à tes filles. Alors oui, mais c'est pas forcément mes clones, donc elles réagissent pas toutes pareilles par rapport à ça. Et donc chacune vit sa propre expérience. Il y en a une qui se trouve hyper chanceuse et effectivement elle est hyper chanceuse. Il y en a une autre qui pendant longtemps s'est crue poisseuse et effectivement elle avait plutôt pas de chance. Et puis elle commence à comprendre que bah, ce qu'elle pense ça agit vraiment sur le résultat et qu'elle n'est pas impuissante. C'est le thème de ce soir, avoir du pouvoir sur les choses, qu'elle n'est pas si impuissante que ça. Et justement, j'allais te dire, alors être puissante, c'est quoi, selon toi? Donc pour moi, c'est ça, c'est avoir du pouvoir sur les choses, reconnaître que on peut faire la différence. On n'est pas responsable de tout, mais reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive, bah, ça nous permet d'avoir du pouvoir pour pouvoir changer les choses, justement, si la situation se représente. C'est pour ça que j'ai eu plusieurs entreprises, c'est qu'à chaque fois, j'ai changé des choses, j'ai amélioré ma recette pour avoir aujourd'hui une entreprise qui marche très bien. Mm. Ouais, et ça demande, cette puissance, elle demande un vrai engagement, une vraie foi, en fait, envers soi, envers la vie, parce que plusieurs personnes auraient pu dire, bah, moi, je suis pas fait pour l'entrepreneuriat, je laisse tomber, j'arrête. Donc, ça demande beaucoup d'engagement et de foi. Oui, et d'avoir envie de jouer et d'aimer les défis. Parce que finalement, c'est un petit peu un jeu. J'ai envie de prouver que je peux y arriver. J'ai eu des grands-parents qui ont fait faillite à l'arrivée des grands magasins. Ils étaient grossistes, semi-grossistes. Et bah, la faillite familiale a toujours pesé sur notre histoire. Et moi, j'avais envie de prouver que c'était possible d'y arriver. J'avais envie de prendre un petit peu ma revanche pour mes grands-parents et réussir. Donc, voilà, il y avait une partie de moi qui aime jouer. Alors, je suis très mauvaise perdante, j'aime pas perdre, mais justement, c'est parce que je suis une mauvaise perdante que j'aime gagner et que je mets en place les choses pour y arriver. Mm. Est-ce que, est-ce que tu as eu un déclic? Bon, on a bien vu que c'était un état d'esprit que tu nourris, mais est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui s'est passé, ou un outil, je sais pas si c'est l'hypnose, ou quelque chose qui a, qui a créé quelque chose de différent? Alors, j'ai vécu donc la même année la faillite de mon magasin et la séparation du père de mes enfants. Je me suis retrouvée toute seule, sans boulot parce que bah voilà, j'avais plus rien après mon entreprise, ni chômage parce qu'on n'a pas le droit au chômage quand on était à son compte. Donc j'avais 250 € par mois pour vivre avec mes 3 filles. C'était un peu tendu et je me suis renfermée sur moi-même pour aller trouver des solutions à l'intérieur de moi. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit en écriture automatique et tout ça. Et puis un jour, ça y est, c'était le phénix qui avait qui était sorti et qui renaissait de ses cendres. Et voilà, je pouvais plus rien pouvait m'arrêter. Mais j'ai eu cette période d'introspection. Est-ce que tu penses, j'allais te demander ça, est-ce que tu penses que pour toucher à cette puissance de soi, qui s'exprime ben, différemment selon les gens, les caractères, etc., est-ce que tu penses qu'il faut aller toucher ben, ces ombres ou aller profond en soi parce qu'on est obligé, entre guillemets, de souffrir à un moment ou d'aller vraiment voir son caca pour, euh, pour révéler cette puissance? Je crois qu'il n'y a pas de recette. Je pense que tout le monde peut l'atteindre d'une manière différente. On peut aussi beaucoup s'inspirer des autres. On n'est pas obligé de le vivre nous-mêmes. Moi, tu vois, je me suis rendu compte que pendant longtemps, en amour, j'attirais à moi des pigeons blessés que j'avais envie de réparer. Et puis après, je me suis rendu compte que je pouvais en faire un métier d'aider les pigeons blessés. Donc, j'en ai fait un métier et là, j'ai attiré à moi quelqu'un qui n'était pas blessé en amour. Donc, tu vois, je me suis rendu compte déjà que je déplaçais. Et aujourd'hui, j'aide plein de clients blessés à surmonter des épreuves, etc. Et je me rends compte que finalement, ce qu'ils vivent, c'est un petit peu pour me faire grandir moi aussi. Si tu veux, j'ai pas besoin de le vivre, ça n'a pas besoin de passer par moi pour en tirer les leçons et les conclusions, etc. Donc, je pense qu'on n'est pas obligé de vivre nous-mêmes les choses. Alors, je parle pas de les vivre à travers Netflix, hein, mais on peut avoir dans notre entourage des personnes qui vivent certaines choses et sans avoir besoin de les vivre nous-mêmes, on peut quand même comprendre des choses à travers elles. On va tirer des leçons en fait en observant et en... C'est ça. Ouais, ouais, ok. Quels sont
t'as eu beaucoup de clients, beaucoup de cas, beaucoup. Quels sont les principaux écueils, tu crois, qui empêchent d'accéder à sa puissance? Je pense que c'est la victimisation. C'est-à-dire que souvent, on est la victime de notre histoire. Il y a un méchant dans l'histoire qui nous a fait du mal. Et tant qu'on le voit comme ça, bah, c'est vrai que on n'a pas notre pouvoir. Tant qu'on subit ce que l'autre nous a fait subir, on n'a pas notre pouvoir. Dès lors qu'on comprend qu'on a subi ça, c'est peut-être parce que ça a arrangé une partie de nous, et ben hop, on commence à reprendre un peu de pouvoir. Et plus on va reprendre de pouvoir sur ce qui s'est passé, et plus on va sortir de notre rôle de victime. Donc je pense que ça a un grand lien avec l'histoire qu'on se raconte, mais ça fait peur de sortir de son rôle de victime parce que on a été habitué à ça et parce que va falloir supporter les conséquences d'avoir du pouvoir sur les choses. Il y a des gens qui ont peur d'avoir du pouvoir, des gens qui préfèrent être soumis et pas prendre de décision, pas avoir de responsabilité, que de risquer de devoir supporter les conséquences. Oui, puis il y a plein d'effets secondaires. Quand je suis victime, on s'occupe de moi. Quand je suis victime, on m'en demande pas trop. Quand il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que toi, bon, tu travailles beaucoup sur, bah, évidemment sur l'inconscient avec l'hypnose. Parce que bah, moi, par exemple, j'ai eu une enfance un peu compliquée et je me rends compte que malgré le travail que je fais, très souvent, bah, je vais quand même chercher derrière. Oui, mais moi, il m'est arrivé ça quand même. Tu vois, malgré le travail qu'on fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand c'est enfoui comme ça, quel conseil tu donnerais pour euh, dépasser ça? Alors, moi, ce que je conseille, c'est de prendre un peu les périodes qu'on a vécues. Je te donne l'exemple avec le père de mes filles. Pendant longtemps, je me suis raconté que j'étais la gentille de l'histoire, forcément. C'est moi qui me suis sacrifiée, machin, bon. Et puis, un jour, je me suis dit, bah, je vais me regarder honnêtement. Est-ce que vraiment, je suis tant que ça la gentille de l'histoire? Est-ce que Ouais. finalement, je l'ai vraiment aimé comme il fallait, parce que j'ai quand même cherché à le changer, à le sortir de sa cité, etc. J'ai cherché à lui imposer ma vie de rêve à moi. Mais en Ouais. fait, je n'ai pas su l'aimer. En fait, j'étais une mauvaise amoureuse parce que je l'ai pas aimé comme il était. Et le jour où j'ai commencé à me dire, mais l'histoire que je me raconte depuis des années, en fait, c'est bullshit. En fait, j'ai pas été si parfaite que ça. En fait, je suis la méchante de son histoire. Et ben, à partir de là, j'ai commencé à prendre toutes les situations que j'avais vécues, que ce soit, par exemple, quand j'ai été patronne, je me racontais que j'étais une super patronne parce que je les payais super bien, parce que ceci, cela. Mais si je regarde la réalité en face, eh ben, j'étais une mauvaise patronne. Parce que oui, je leur donnais tout ce qu'il fallait, mais est-ce que je leur donnais vraiment la confiance? Est-ce que je pensais que ce qu'ils faisaient, c'était autant de qualité que ce que moi je faisais? Ben non. En fait, je n'étais pas une bonne patronne. Mais je me suis raconté l'inverse. Parce que il y avait des preuves matérielles que si, mais non. Et le jour où j'ai pu me regarder en face, à regarder que j'étais loin d'être parfaite, que j'étais humaine, que j'avais des défauts comme tout le monde, enfin des défauts. C'est le mot qu'on donne aux qualités qu'on n'a pas su voir comme des qualités. Mais le jour où j'ai pu me regarder comme ça, eh bien, tout a changé dans ma vie. Et j'ai arrêté d'être ou la gentille ou la méchante de l'histoire. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. On fait tous de notre mieux dans l'histoire. Et qu'est-ce qui t'a permis de changer? Eh ben, j'ai lu une phrase sur le regard des autres qui m'a fait tilt et qui disait que le regard des autres, en fait, la peur du regard des autres, c'est la peur qu'ils découvrent ce qu'on sait déjà de nous et qu'on cherche à cacher. Donc, qu'est-ce que j'ai peur que les gens découvrent? J'ai peur qu'ils découvrent que je suis égoïste? J'ai peur qu'ils découvrent que je suis superficielle? Qu'est-ce que j'ai peur? Si j'ai peur de ça, c'est que je le suis. En fait, je pense qu'on est tout. Je pense qu'on a toutes les nuances en nous et que on est superficiel et à la fois on peut être spirituel et on peut être égoïste et altruiste. On a tout en nous. Et plus tu es OK avec toutes les parties de toi, moins tu as peur du regard des autres. Ça, c'est très très intéressant parce que on rejette tellement de parts de nous parce qu'elles ne correspondent pas à certaines valeurs ou à certaines choses qu'on voudrait montrer, qui fait qu'on se coupe énormément de parts de soi. Et la puissance, elle est aussi dans ces parts pas jolies ou pas montrables, c'est ça? C'est ça. Pas joli pour la société, mais si on les regarde bien au microscope, elles ont toujours un intérêt. Elles nous servent toujours à quelque chose. Par exemple, ma partie ambitieuse, bah, c'est génial. Grâce à elle, j'en suis là où j'en suis. Comme tout à l'heure, je te disais, ma partie mauvaise joueuse, bah, elle aime pas perdre. Bah, grâce à ça, j'ai fait en sorte de jamais perdre et de toujours gagner. La partie de moi qui est prétentieuse, eh ben, elle a l'intérêt, enfin, elle sait quelle est ma valeur en fait.
Donc toutes les parties de moi, même si elles sont pas jolies aux yeux de la société, eh ben elles me sont utiles, elles sont dans mon camp. Et c'est Et ce que quand tu on dis, arrive à les voir, ouais, elles sont dans ton équipe en fait. Ça joue, c'est ça. elles jouent pour nous. Voilà, donc on n'est pas des demi-personnes parce qu'on s'aime en entier. Et donc la puissance, elle est là, elle est dans toutes les parties de nous qui œuvrent ensemble pour notre bonheur. Ouais, et puis de les reconnaître, ça permet aussi de les utiliser en conscience en fait. Il y a des moments où c'est requis d'être une connasse ou d'être égoïste ou d'être et c'est important de pouvoir l'accepter. Et puis tu vois, tu parlais aussi des enfants, de ce qu'on transmet à ses filles, etc. Et je crois que leur transmettre qu'être soi, c'est possible. Euh, c'est un cadeau énorme qu'on peut leur faire parce qu'on est dans des sociétés où on n'est pas tellement invité à être soi justement. C'est ça. Et même, tu vois, l'hypocrisie, par exemple. Si j'ai une copine qui a un projet, que je crois pas une seule seconde dans ce projet, mais peut-être qu'elle a besoin de le vivre pour comprendre, pour vivre le truc. Si moi j'essaye de la préserver de ça, ça va peut-être pas l'aider. Donc des fois, je vais peut-être avoir l'hypocrisie de lui dire, bah fais-toi confiance, si tu le sens comme ça, fais-le. Alors qu'au fond de moi, je l'aurais pas fait. Mais peut-être qu'elle a besoin de se prendre un mur pour son évolution, ou peut-être que ça va marcher et que j'ai eu une mauvaise intuition. Peut-être que c'est mes propres peurs que j'ai projetées sur elle. Donc des fois, être hypocrite, entre guillemets, ça fait partie aussi du jeu. Il faut juste accepter qu'on l'est aussi. On n'a pas voulu blesser l'autre. On n'a pas voulu l'empêcher de vivre ce qu'il avait à vivre. Et c'est OK. Et c'est vraiment ça qui te permet d'avoir ce regard super. C'est comme si tu sais, t'es comme la chouette là, tu vois, pas à 360 degrés, mais hyper large en fait. Ouais. Oui, parce que j'ai appris à mettre de la nuance dans tout ce que j'entendais. Pour moi, il n'y a jamais une nouvelle qui est 100% bonne ou 100% mauvaise. Tu vois, par exemple, avec ce qui se passe avec la vente de fringues de seconde main, donc tout le monde se rue sur Vinted, il n'y a pas que du bon là-dedans. C'est-à-dire que Vinted, c'est des camions de livraison entiers qui circulent sans arrêt parce que les gens, comme c'est pas cher, ils achètent, ils revendent, ils achètent, ils revendent. C'est pas très écolo non plus. Se vanter d'acheter que du seconde main, bah il y a plein de magasins qui font faillite. Donc on se retrouve qu'avec des magasins du bout du monde, tous ceux en France font faillite et on n'a que de la qualité de merde. Se réjouir que les enfants fabriquent plus les vêtements, ouais c'est super, mais ils crèvent de faim. Donc pour moi, je vois jamais un truc 100% positif ou 100% négatif. Et quand on me donne une information, je dis ok, ça c'est positif, c'est vrai, mais il y a aussi ça qui l'est moins. Et j'arrive à mettre un peu de nuance dans tout. Et tu vois, par exemple, les partis politiques, même si j'aime pas spécialement la politique, même si je suis pas d'accord à la base avec ce que l'un ou l'autre va dire, je vais toujours me dire, OK, et s'il avait un peu raison? Un peu raison. Je dis pas que c'est 100% qu'il a raison, mais si je mettais un peu de sa nuance dans ma vision des choses, il se passerait quoi? L'idée, c'est pas de remplacer ce que je pense, c'est d'additionner ce qu'il pense à ce que moi je pensais déjà. Donc c'est toujours une addition et jamais une soustraction dans ma vision des choses. Ça demande quand même une gymnastique parfois assez grande, non, sur certaines choses. Alors oui, des fois, bon, je vais pas citer, mais j'avais regardé la vidéo d'un homme politique que je n'aime pas trop, on va dire, et je me suis entre guillemets forcée à le regarder en me disant, faut au moins que je trouve un truc bien dans ce qu'il va dire. Eh ben, j'ai trouvé au moins 5 trucs bien, alors que je m'attendais à en trouver zéro, parce que je l'ai écouté avec cette intention de trouver aussi des choses positives. Parce que quand on n'aime pas quelqu'un, en général, on trouve rien de positif dans ce qu'il dit. Mais là, j'ai fait l'exercice. Et en fait, plus on fait l'exercice, plus on arrive à accueillir l'avis de l'autre, même si c'est pas le même que nous. Et tu crois vraiment que, parce que tu partages souvent sur les réseaux que, ben toi ça va, quand tu sais, on te demande souvent, oui, mais tu dois avoir des moments où ça va pas et tout, tu dis, mais non, mais ça va, dans mon couple ça va, mon boulot ça va, en vrai ça va. Tu vois vraiment que c'est cette façon cette volonté d'ouvrir, de tout accepter, d'accepter, ouais, tout, sans point de vue, qui te permet d'aller bien comme ça. Alors, je pense que ça s'en rapproche dans le sens où j'aime la nuance et je suis OK pour aller bien, même si 100% des choses ne vont pas bien. Là, on parle de bonheur simple. Pour moi, il n'y a pas que les bonheurs simples qui peuvent rendre heureux, les bonheurs complexes aussi. C'est quoi un bonheur complexe? C'est que tout n'est pas parfait. C'est-à-dire que, OK, mon couple va bien, mon entreprise va bien, mais mes finances, par exemple, vont pas bien, mais je peux quand même aller bien.
C'est pas parce que tout n'est pas parfait dans ma vie que je dois aller mal. Et donc, moi, je considère que tout ce que je fais, tout ce que je crée, que ce soit les souvenirs, l'amour, etc., ça me permet d'être assez haute en vibration, en joie, etc. Et quand j'ai un petit problème qui est là, bah, je suis déjà au-dessus, en fait. Donc, tout ce que j'entretiens à longueur d'année, tout ce qui fait que je me sens bien, eh ben, ça me permet d'être toujours au-dessus des problèmes. Alors, je parle pas des cas j'allais dire de meurtre, voilà, qui pourraient toucher ta famille, hein. On n'est pas dans ces trucs-là, mais les problèmes du quotidien, c'est jamais assez grave pour venir ternir mon bonheur. Donc, je vais tout le temps bien, même si des fois, il y a des nuages. Ouais, c'est très intéressant. En fait, c'est comme d'hab, c'est juste un choix, finalement. C'est ça, c'est un choix de regarder là où tu as envie de regarder, mais je suis pas aveugle pour autant à ce qui va pas bien. Tu vois, donc je suis chef d'entreprise et être chef d'entreprise, c'est pas être hyper optimiste non plus. C'est aussi se dire ah tiens là en ce moment il y a un peu moins de clients, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je pourrais mettre en place. Ah tiens depuis le Covid ça se passe plus pareil, comment je pourrais faire. Et c'est pas être aveugle le positif, c'est être conscient des deux. Et d'ailleurs il y a eu des tests qui ont montré à quel point c'est important quand on a un objectif de penser aussi aux épreuves, aux obstacles qu'on pourrait rencontrer. En fait, les gens ont des meilleurs résultats quand ils s'imaginent avoir réussi après avoir surmonté des épreuves. Ceux qui s'imaginent juste avoir réussi sans parler des épreuves, ils vont moins bien réussir que les autres. Parce que quand les épreuves arrivent, ils y sont pas préparés. Donc en fait, être 100% optimiste, c'est pas mieux. Et c'est bien aussi d'avoir un petit côté pessimiste qui envisage peut-être qu'il va falloir surmonter des choses. Hmm. Ok. Euh, Si tu devais juste un mot résumé, si tu avais un message à passer, ce serait quoi? Par rapport à tout ça, bah, je pense que notre puissance, elle est dans tout ce qu'on est, dans toutes les facettes qu'on est. Et s'aimer qu'à moitié, ça fera pas de nous quelqu'un de puissant. Faut qu'on s'aime en entier. Et c'est ce que tu essayes de transmettre à travers tes livres, à travers tes formations, à travers tout ton compte, c'est ça? C'est ça, C'est ça, tout à fait. J'ai pas entendu ta dernière phrase, ça a coupé. c'est ça ton message principal pour toi? Pour moi, voilà, plus tu vas aimer toutes les facettes de toi, plus tu seras quelqu'un d'épanoui. Donc même si ça correspond pas à la société, même si c'est pas ce que tu voudrais comme image idéalisée, bah c'est ok d'être humain et c'est ok d'avoir ce qu'on dit être des défauts et de les vivre pleinement parce qu'on sait qu'ils sont dans notre camp. Hmm. Matière à réflexion, tout ça. Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous donner ton actu un petit peu? Je sais que tu étais en séance cette semaine, tu es en formation d'hypnose, c'est ça? Tout à fait, je suis en formation et donc bah, toute l'année je fais des formations et là je suis en train d'écrire mon prochain livre qui sortira en fin d'année. Donc voilà, Tu peux j'écris nous en toujours. dire, tu peux nous en dire un petit peu ou pas encore sur le sujet, tout Non, ça? j'ai pas le droit pour l'instant, c'est top secret. Mais ça va être Hmm. bien. Camille a écrit 4 livres, je crois, c'est ça, en tout? Oui, Voilà, sur l'auto-hypnose, sur l'hypnose à travers les vies antérieures, etc. C'est un vrai plaisir pour toi, l'écriture. oui, parce que ça me permet en même temps que le travail passe par moi, donc ça me fait du bien à moi d'écrire. Et donc même s'il n'était pas lu, bah déjà ça m'aurait fait du bien à moi. Donc si en plus c'est lu et si en plus ça peut aider des gens, bah c'est génial. C'est parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Camille, d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir partagé cette vision des choses et puis cette sagesse, j'ose les mots, sans mauvais jeu de mots, avec hypnose. Et puis je t'embrasse et puis à très bientôt. Merci à toi, bye bye tout le monde. Au revoir.